français, le Maghreb en arabe désigne le Maroc. Le Maroc étant le point le plus éloigné, évidemment, depuis la Mecque, hein, qui donne vers l'Atlantique et qui marque l'extrémité, si vous voulez, de la civilisation arabo-musulmane, et qui s'oppose le Maghreb au Mashrek. Mashrek qui vient de Shak, qui veut dire l'Est, là où le soleil se lève. Et le Mashrek, en fait, s'arrête évidemment là au Moyen-Orient. Alors la limite est plus ou moins floue en fonction des époques. On va dire l'Afghanistan. Donc cette personne à la fois algérienne et libanaise illustre bien justement cette unité du monde arabo-islamique. Je vais arrêter le CD. Ouais, baisse la musique, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, je m'appelle François Brossard, je suis membre de l'association du club Les Céphéides. J'ai rejoint le club récemment, au mois de septembre finalement, et je dois dire que, enfin, vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent le club. Ceux qui ne le connaissent pas encore, vraiment, je vous invite à vous y intéresser. C'est un club très sympa, très participatif, vous voyez. Chacun essaie de contribuer un peu à la mesure de ses moyens. Il se trouve que, en ce qui me concerne, bon, je me suis pas mal investi, intéressé au monde arabe, et donc ce qui me permet ce soir de vous en parler un petit peu à travers l'astronomie. Mais évidemment, ça peut être des contributions de nature tout à fait différentes, diverses. Je voudrais remercier le club, en particulier, bon, son président n'est pas là, Jean-Jacques Hilleret, mais bien sûr les cadres du club, Vincent Borgeot, Lydia, Étienne et tous ceux qui font ce club au quotidien. C'est vraiment un super club, très actif, on ne s'ennuie pas du tout. Et voilà, donc je voudrais simplement vous inviter à le rejoindre si vous ne le connaissez pas encore. Alors moi-même, avant d'être à Royan, dont l'anagramme, vous aurez remarqué, un des anagrammes peut-être Orient. J'ai travaillé pas mal d'années en fait de l'autre côté, hein, côté Mashrek justement, notamment au Liban où j'ai passé presque 5 ans. J'ai travaillé en Afrique du Nord, en Libye. J'ai travaillé également tout à fait récemment au Moyen-Orient, dans le Golfe, au Koweït. Voilà, donc j'ai un peu vu les différents aspects de la civilisation. Et puis je me suis amusé au fil des ans, doucement, à mon rythme, à apprendre cette langue qui est réputée difficile, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Elle demande simplement de la patience. Et j'aimerais ce soir vous parler un peu justement de cette langue qui est trop méconnue en France, l'arabe, alors que c'est quand même une langue qui fédère à peu près 280 millions d'individus dans le monde, c'est-à-dire à peu près autant que de locuteurs de la langue française. Et donc c'est une grande langue mondiale qui souffre de certains handicaps. Malheureusement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, alors ce soir, je m'intéresse particulièrement donc, à une étymologie arabe des étoiles, parce que vous aurez bien sûr remarqué que nombre d'étoiles portent des noms d'origine arabe. Alors, un petit plan simplement. D'abord, je vous expliquerai pourquoi une étymologie arabe, effectivement. Qu'est-ce qui explique cette empreinte très forte de l'arabe sur la science astronomique. Ensuite, quelques notions d'arabe, hein, pour aussi vous faire découvrir un peu cette langue. Est-ce que quelqu'un a des notions d'arabe? À part Étienne, je sais qu'il a un petit peu exploré. Au contraire, comme ça tout le monde partira du même point. Et puis ensuite un petit jeu autour des étoiles, et puis des quelques notions qu'on aura vues. Alors rassurez-vous, rien de compliqué, hein, c'est quelque chose, c'est vraiment, moi j'aime bien, enfin d'abord j'appelle pas ça une conférence, hein, c'est une présentation pour moi, et puis c'est surtout un échange. Hein. Si vous avez des questions, des choses qui vous me demandez, vous ne comprenez pas, c'est bien sûr, je ne suis pas un érudit de langue arabe, hein, j'ai appris cette langue, mais je suis loin de la maîtriser parfaitement. Mais en revanche, je trouve que c'est une langue passionnante et ça me fait plaisir d'essayer de la partager un peu avec vous ce soir de cette manière. Alors, avant de passer à la diapo suivante, je voulais simplement vous dire que notre vision européenne du ciel, hein, qui est héritière du latin et du grec, il suffit de voir les constellations, donc notre vision européenne du ciel doit beaucoup aux réussites de l'astronomie arabe. Alors d'Andalousie en Espagne, de Malaga dans l'actuel Iran, de Damas dans l'actuelle Syrie, les idées scientifiques et les dénominations poétiques arabes ont pénétré notre imaginaire européen.
En fait, la disposition des étoiles visibles pour l'Antiquité gréco-romaine, pour nos ancêtres gréco-latins, pardon, donc la disposition des étoiles visibles, comme pour les Arabes, comme dans le monde arabe, n'est pas seulement un objet révélateur de l'ordre de l'univers, mais l'écriture même de la destinée humaine. Donc on peut lire dans les étoiles, aussi bien chez les Grecs et les Latins que chez les Arabes, nos destinées. Voilà ce qu'en dit Al-Kindi. Voilà ce qu'en dit Al-Kindi, sans doute l'un des plus grands philosophes de langue arabe, un grand scientifique du IXe siècle. Il est mort à Bagdad en 873. Et c'était sans doute pour le monde arabe un génie à l'égal de notre Léonard de Vinci, quelques siècles plus tard, bien sûr. Il dit « La disposition des étoiles ordonne, agence, régit le monde des éléments et tout ce qui est composé à partir d'eux. Il n'est aucune substance, aucun élément de ce bas monde qui ne soit figuré dans le ciel. » Ce que Al-Kindi ici fait, bien avant l'heure, c'est déjà le lien entre l'astrologie et l'astronomie, entre l'astrologie et l'astrophysique. C'est-à-dire, il ne fait pas que dire, dans les étoiles, vous pouvez voir vos destinées ou essayer de prédire l'avenir. Il dit déjà d'une certaine manière, de manière un peu poétique, un peu emphatique, que nous sommes faits de la matière des étoiles. Il y a une sorte de fulgurance quelque part intellectuelle, pour quelqu'un qui a vécu il y a si longtemps, d'avoir déjà peut-être un peu pressenti, sinon compris, mais au moins pressenti cela. Et ça me fait penser bien sûr à la conférence très intéressante que nous avons eue en janvier dernier, le 8 janvier dernier, avec le professeur Jean-François Becker, la conférence qui a été intitulée, et vous, sans doute vous en rappelez-vous, bien sûr, le Sahara vient des étoiles bleues. On montrait donc évidemment que le sable du Sahara avait été conçu au cœur des étoiles. Alors, un petit panorama rapide, hein, on ne va pas refaire l'histoire de la civilisation arabo-islamique, parce que là, on serait parti pour la semaine, mais quand même, je pense que ça vaut le coup de regarder un petit peu cette carte, j'espère qu'elle est un peu plus nette. Vous avez ici une carte qui vous montre, disons, les différentes phases d'expansion de la civilisation arabo-islamique, le cœur étant évidemment la Mecque, où s'est produit donc l'hégire, qui marque le début de la civilisation arabo-islamique en 622, lorsque Mahomet, qu'on appelle Mohamed en arabe, a reçu donc la révélation du Coran. Donc c'était en 622, et 10 ans plus tard, Mahomet donc, Mahomet et ses fidèles avaient déjà conquis, vous voyez, toute cette partie en vert foncé, ce qui correspond quand même à peu près à 2 fois la superficie de la France. Donc vous voyez que l'expansion de la civilisation arabo-musulmane a été vraiment fulgurante. Ensuite, il y a eu 4 premiers califes, Abu Bakr, Osman, Omar et Ali, qui eux ont consolidé cet empire, même s'il est un peu abusif de parler d'empire dans le cas de cette civilisation qui s'appuyait fondamentalement sur la religion, et vous voyez, ont déjà quelques 30 ans à peu près après Mahomet, conquis une grande partie du Moyen-Orient, du Proche-Orient, et même déjà débordé sur l'Égypte. Ça c'était donc jusqu'en 656. Le dernier des 4 califes, Ali, alors là il y a eu un problème. Jusqu'à Ali, en fait, tout le monde suivait la même doctrine religieuse, c'est-à-dire le sunnisme, la sunna, la tradition, et à partir d'Ali, il y a eu une scission qui s'est opérée entre ceux qui souhaitaient que une forme collégiale de désignation du calife suivant soit préférée, et d'autres qui voulaient que ça soit la succession d'Ali, les enfants d'Ali qui suivent dans l'ordre dynastique. Et à partir de ce moment-là, il y a eu cette scission, et c'est là que les chiites, les fameux chiites dont on entend souvent parler, ont émergé dans l'histoire de cette civilisation, donc finalement très tôt dans la civilisation arabo-islamique. À la mort d'Ali, assassiné, a été donc fondée une dynastie, la dynastie des Omeyyades, qui avait pour cœur donc Damas, en Syrie, qui a duré à peu près 90 ans, la dynastie Omeyyade. Finalement, pas très très longtemps,
Et puis elle a été renversée donc en 750 par la dynastie abbasside, qui a pris alors là son siège à Bagdad, dans l'actuel Irak. Alors là, par contre, c'est une dynastie qui est restée à peu près 5 siècles en place, hein, qui a été très très stable, et puis c'est surtout dans le cadre de cette hégémonie abbasside qu'ont été vraiment développées les sciences arabes de la manière dont nous avons pu constater par la suite. Alors, un calife qui est resté célèbre, qui a été popularisé aussi en France grâce à une BD Is No Good, c'est le calife Haroun al-Rachid, hein, qui était contemporain de Charlemagne et qui a été un grand calife abbasside. Voilà. En 1956, à la fin de la dynastie abbasside, en fait les abbassides ont été renversés par les Mongols, hein, il y a eu une poussée mongole depuis l'Est, et ils ont dû fuir, et beaucoup se sont réfugiés en Égypte, hein, au Caire, et au Caire où a été créée une nouvelle dynastie, celle des Fatimides, qui elle était d'obédience chiite. J'arrête là, on pourrait en parler encore pendant pas mal de temps. Juste vous préciser quand même, bien sûr, que lorsque la dynastie Omeyyade, la première dynastie basée à Damas, est tombée, les rescapés, les survivants, ont pris la fuite et se sont dirigés, ont traversé toute l'Afrique du Nord et sont remontés en Espagne et ont créé le royaume d'Al-Andalus, en arabe, hein, qui a donné plus tard, évidemment, l'Andalousie. Alors là, on a eu une très grande longévité, puisque Al-Andalus, arabo-musulmane, a demeuré jusqu'à, finalement, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. N'y voyez pas de cause à effet. En 1492, les rois catholiques d'Espagne ont réussi à chasser définitivement, évidemment ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, la reconquista espagnole s'est faite progressivement, très progressivement, mais le dernier souverain musulman d'Espagne a dû partir en versant une larme, on dit d'ailleurs, en 1492. Voilà. Alors, évidemment, l'Andalousie arabe a été très très fertile en découvertes scientifiques de tout genre. Ce que je voulais vous montrer ici, en vous montrant cette carte, c'est que ce n'est pas seulement une question de domination. Ce qui a favorisé vraiment l'émergence je dirais, de l'esprit scientifique arabe, c'est une valeur de respect que les scientifiques de ces différents pays portaient à leurs prédécesseurs, en particulier aux Grecs et aux Latins. Et même bien avant, également, les civilisations perses, chinoises, indiennes. Ils ont vraiment essayé de prendre, de capitaliser, à partir des connaissances qui avaient été développées par les différentes civilisations qui les ont précédées. Ils ont récupéré ces connaissances-là, les ont assimilées, les ont traduites. Dès le IXe siècle, on voit beaucoup de traductions du sanskrit, du persan, du pélévi, en l'occurrence qui vient également du persan. Donc beaucoup de traductions qui ont permis en fait de réunir dans la langue arabe tout un corpus de connaissances et qui dépasse évidemment de très loin le seul domaine astronomique. J'ai parlé d'Al-Kindi tout à l'heure. Al-Kindi n'était pas seulement astronome, il était également physicien, il était également médecin, il était également philosophe. Enfin, je veux dire, souvent, à l'époque, il y avait une image, enfin, les scientifiques rassemblaient évidemment beaucoup de disciplines différentes. Voilà, donc beaucoup de respect, puis aussi beaucoup de scientifiques, de savants qui voyageaient d'un pays à l'autre, hein, et qui allaient voir, qui allaient étudier, qui revenaient, qui faisaient des voyages d'études, qui couraient souvent sur des années et des années. Hein, je pense notamment à un voyageur célèbre, un géographe qui s'appelait Ibn Battuta, qui est parti d'Espagne andalouse et qui est allé jusqu'à peu près en Iran, voire qui a poussé un peu vers l'Afghanistan et qui est revenu chez lui. Un voyage qui a pris des années et des années. Donc vraiment des gens très curieux et qui avaient à la fois ce respect et cette curiosité pour les civilisations qui les ont précédées ou les civilisations autres. Voilà. Alors, aujourd'hui, on estime que, si vous voulez, la civilisation arabo-musulmane a été un trait d'union entre les Grecs et les Latins et ceux qui les ont suivis, enfin au moins en Europe, si vous voulez, c'est-à-dire en fait, on peut dire entre les Grecs et les Latins et notre Renaissance européenne. On considère souvent que sans les Arabes, on aurait perdu
une grande partie du patrimoine scientifique, de connaissances, développé par les Grecs et les Latins. Parce qu'ils l'ont traduit dans leur langue, et qu'ensuite, des érudits latins, le Moyen-Âge donc, les scribes, sont venus et ont récupéré ces écrits arabes et les ont retraduits en latin, ce qui nous a permis de récupérer les connaissances des anciens. Alors c'est vrai, pour une grande partie, mais ce n'est pas toute la vérité non plus, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu également des écrits en grec qui ont été passés directement en latin. Donc l'arabe n'était pas forcément une langue pivot, hein, mais elle l'a souvent été. En particulier, pour un ouvrage qui a fait date dans l'histoire de l'astronomie, qui est Al-Majest, l'Al-Majest de Ptolémée, donc vers 150 après Jésus-Christ. L'Al-Majest, donc c'est le nom évidemment du grec, hein, qui vient de Majest, du grec grand. Hein, cet ouvrage, en fait, qui recense en fait toutes les étoiles qu'ils ont connues à l'époque, donc référencées par Ptolémée, il a fait date en astronomie, donc il était un peu l'équivalent, si vous voulez, des éléments d'Euclide pour la science en géométrie, donc pour la science astronomique. Alors cet ouvrage, donc son titre original, c'était la composition mathématique. Il a acquis au fil des siècles une très grande renommée, hein, et on a fini par l'appeler la grande composition, simplement. Et puis alors les Arabes, qui ne sont jamais à court d'un superlatif, hein, vous savez en Orient on aime bien exagérer un peu les choses, ils l'ont appelé la très grande composition, et simplement ils ont gardé le majeste, ils ont mis un petit al, qui est l'article en arabe qui veut dire simplement le, al-majest, le très grand, donc c'est devenu en arabe al-mijisti, je le prends à l'envers, donc c'était en grec, je saurais vous le dire, c'est devenu al-mijisti en arabe, et on l'a récupéré en français, donc la version al-majest. Voici l'origine du mot. Ça, c'était donc un ouvrage qui a été traduit, vous voyez, par Gérard de Crémone, donc à Tolède, au XIIe siècle, donc vers le latin. Au XIIe siècle, Tolède avait déjà été repris par les rois espagnols. Hein, vous voyez, ils avaient déjà progressé vers le sud. Donc, exemple de traduction. Un autre ouvrage qui a beaucoup, je dirais, été un peu fondamental pour l'astronomie à cette époque, c'est celui de Abdurrahman el-Soufi, on connaît en Occident sous le nom d'Azofi. Alors, le livre des étoiles fixes, un Kitab Suwar al-Kawakib al-Thabita, est écrit à la fin du Xe siècle et il a été traduit en arabe au XIIe siècle. Alors cet ouvrage est important parce que, d'abord, el-Soufi s'est amusé à dessiner toutes les constellations, et puis il a été le premier à tenter de faire correspondre les noms grecs et arabes traditionnels des étoiles et des constellations. Il fut aussi un grand traducteur arabe de l'astronomie grecque antique, donc il maîtrisait le grec. Voilà, alors grâce à ce livre notamment explique pourquoi aujourd'hui, enfin, la consonance arabe actuelle de beaucoup de noms d'étoiles. Un petit panorama, si vous voulez, sur les sources en fait de la nomenclature, d'où viennent en fait ces noms d'étoiles. Eh bien, essentiellement de l'arabe, je vous l'ai dit. Alors, différentes formes. Hein. Vous voyez à gauche un fond arabe et sémitique antique, donc là vraiment très ancien, avec quelques noms d'étoiles qui en sont directement tirés. Par exemple, Sad al-Malik, hein, la chance de roi. Alors, Saad en arabe veut dire le bonheur. Chance, le bonheur, c'est une notion assez proche. Sa'adat al-Malik, le Malik, c'est le roi. Sad al-Malik, évidemment, ça a été, si vous voulez, la prononciation s'est modifiée, c'est bien le nom de Alpha du poisson, l'étoile Alpha de la constellation du poisson. Alors vous avez d'autres exemples derrière, on sait. Sa'adat al-Soud, c'est le bonheur des bonheurs ou la chance des chances, etc., etc. Donc ce sont bien des noms arabes. Ce qui est intéressant avec cette langue, l'arabe, c'est comme c'est une langue sacrée au départ, si vous voulez, qui a été vraiment le vecteur du Coran, donc un livre plus que saint, c'est une langue qui finalement a assez peu évolué. Donc, on peut lire, techniquement, on peut lire de l'arabe du 9e ou du 8e siècle, alors que c'est impossible pour l'ancien français. Alors, évidemment, l'arabe, attention, a été une langue très métaphorique, très poétique,
pourrait le lire, mais ça ne veut pas dire qu'on pourrait nécessairement le comprendre. Hein. Ça, c'est pour le fond arabe sémitique antique. Il y a un fond également arabo-araméen, constitué un peu plus tardivement donc, par les Syriaques entre le 6e et le 8e siècle, dont on tire des noms tels que les Pléiades, El-Thuraya, et El-Jawza, les Gémeaux. Alors, El-Thuraya, ça rappellera à certains le système de téléphonie satellitaire Thuraya, qui vient de ce nom-là, en fait. El-Thuraya, qui désigne les Pléiades en arabe. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas le fond hellénistique, c'est-à-dire il y a aussi une source grecque aux appellations d'étoiles, comme par exemple, ici, vous voyez en grec, donc, la grande ours, hein, Megales Arctos, qui a été traduit en arabe littéralement, la grande ours, El Tob El Akbar, et qu'on a donné en français, la grande ours, pareil pour la petite ours, Mikra Arctos, El Tob El Asra, le petit ours, la petite ours. Voilà. Donc là, c'est vraiment une traduction, si vous voulez, littérale. Alors, pourquoi, finalement, cette origine, enfin disons cette empreinte de l'arabe sur les noms d'étoiles? Finalement, d'après mes recherches, je ne prétends pas avoir fait tout le tour de la question, une raison assez simple. En l'occurrence, les Arabes, entre le 9e et le 11e siècle, ont voulu, bien évidemment, projeter la voûte céleste sur des astrolabes et des globes à des fins tout à fait pratiques. Et donc, ils ont voulu indiquer les principales étoiles sur ces objets. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est que sur ces objets, parce qu'il y a un astrolabe par exemple de Cordoue, du XIe siècle, il y avait très peu de place. Donc ce n'était pas évident de marquer, d'inscrire les noms d'étoiles. D'autant plus que les Grecs, si vous voulez, qu'on dressait les premiers catalogues d'étoiles, hein, on pense à Ptolémée, j'en ai parlé, mais avant lui, même à Hipparque, ne donnaient pas vraiment de nom aux étoiles. Parfois, ils le faisaient, hein, notamment avec des étoiles telles que... je ne le retrouve pas, mais je vous le dirai plus tard. Enfin, en général, ils ne donnaient pas de nom. Ils donnaient des descriptions. Par exemple, Régulus, qui se trouve dans la constellation du Lion, il l'appelait la brillante qui se trouve sur le cœur du lion. Alors, imaginez bien que les Arabes, s'ils devaient inscrire sur des objets aussi petits la brillante qui se trouve sur le cœur du lion, ils ne pouvaient pas y arriver. On a dit, bon, on va abréger. Ils ont retenu, en l'occurrence, le cœur du lion. Et le cœur du lion en arabe, c'est Qalb el-Assad. Et ça a donné Qab el-Assad, qui est aujourd'hui encore le nom de l'étoile. Donc c'est simplement par effet d'abréviation qu'ils ont inscrit ces noms, alors à la fois sur des astrolabes, mais également sur des globes célestes. Celui-ci il est visible au musée du Louvre. Vous voyez, alors on ne peut peut-être pas trop bien voir, mais il y a quand même des inscriptions ici en arabe qui ont marqué, on distingue un petit peu ici, vous voyez. Voilà. Et ces objets étaient évidemment accompagnés de manuscrits, de modes d'emploi d'une certaine manière. Et ces modes d'emploi, ces manuscrits, eh ben, les latins, les scribes, les savants latins du Moyen-Âge les ont récupérés et ils se sont retrouvés évidemment avec les noms arabes tels qu'ils avaient été répertoriés sur les astrolabes et les globes. Et donc, tout simplement par commodité, ils ont adopté ces noms d'étoiles et les ont tout simplement phonétiquement convertis, c'est-à-dire Qalb el-Assad est devenu Qab el-Assad, etc., etc. Donc c'est tout simplement une question, je dirais, pragmatique d'espace qui les a amenés à faire ça. Alors l'arabe, comme langue, hein, je resitue aussi un petit peu, c'est une langue qui fait bien sûr partie du groupe des langues sémitiques. Alors est-ce que peut-être quelqu'un sait d'où vient ce nom de sémitique? Sémitique, c'est en fait, ça vient de Sem, qui est le fils de Noé. Et c'est de là que, en 1871, un savant, pour une raison que d'ailleurs j'ignore, a choisi Sem parce que souvent, c'est vrai qu'on fait dériver surtout au Proche et au Moyen-Orient des peuples et des ethnies en fonction de personnages présents dans les écrits saints, et en particulier la Bible. Je rappelle évidemment que dans l'islam, les sources chrétiennes
les personnages de la Bible de l'Ancien Testament, et évidemment judaïques, hébraïques, sont tout à fait vénérés. Jésus est reconnu dans l'islam, Marie est reconnue dans l'islam, Abraham est le père des prophètes, etc. etc. Donc il y a vraiment cette lignée, et donc on retrouve beaucoup de liens entre l'arabe aussi et les textes sacrés. Alors qu'est-ce que vous connaissez comme langue sémitique en arabe? N'ayez pas peur, si vous me dites le norvégien, L'hébreu. Alors l'hébreu, évidemment, on pense à l'hébreu. Alors c'est pas une grande langue sémitique, puisqu'elle ne compte que 8 millions de locuteurs. Il y en a des plus importantes, vous allez être surpris. Le russe? Non. Oui. Pas J'ai le pas russe. entendu. Pas le russe quand même. Le russe quand même pas, non? Non, pas le russe. Alors le dans perse. l'ordre d'importance, vous avez en Éthiopie une langue qui s'appelle l'amharique, qui est parlée par 90 millions de personnes. C'est une langue sémitique. L'amharique, A-M-H-A-R-I-Q-E, j'ai pas le pour l'amharique. En Érythrée, juste à côté, vous avez le tigrinya, parlé par presque 7 millions de personnes. Et puis vous avez une langue, je vous le donne en mille, de l'Union européenne, qui est une langue sémitique, officielle. De l'Union européenne, à votre avis. Vous avez peut-être passé des vacances là-bas. En Grèce? Le grec? Non? Malte. Le maltais. Le maltais, île de la Méditerranée, conquise, reconquise par les Arabes, par les différentes civilisations présentes en Méditerranée, a été forgée, cette langue aussi, sur une base très forte sémitique, en fait. Et donc, pour ceux qui parlent arabe, le maltais, évidemment, offre beaucoup de similitudes avec l'arabe, même si, évidemment, ce sont des langues différentes. François, c'est moi. C'est quoi exactement la différence, justement, une langue sémitique, par exemple, entre le maltais et le français? C'est quoi qui fait la différence? C'est parce que c'est pas des langues parlées réellement? C'est quoi la différence? Entre le maltais? Non, entre le maltais et le français, je vois la différence, mais le fait que ce soit sémitique par rapport au français qui n'est pas sémitique. Alors, tout à fait. Sémitique parce qu'elles viennent juste précisément de cette région du monde, en fait, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'au départ, pour faire très schématique, les langues indo-européennes viennent plutôt d'Inde, c'est pour ça qu'on les appelle indo-européennes. Et sur le chemin, si vous voulez, c'est-à-dire à peu près à l'étape du sanskrit, il y a eu une division. Il y a des langues qui sont restées indo-européennes et des langues qui sont devenues sémitiques. Donc à une époque assez ancienne, au fil des migrations humaines, il y a eu cette partition. Voilà. Quand on parle de sémitique, on parle d'une famille de langues venues d'Inde, mais qui s'est cantonnée, qui s'est arrêtée ensuite donc dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Là, on parle de langues, évidemment, si vous voulez, des langues parlées. La langue écrite, la première forme d'écriture, est aussi originaire du Proche-Orient, en l'occurrence. Alors, on parle souvent de la Syrie ou de l'Irak, la Mésopotamie, ça peut être Our, ça peut être d'autres villes antiques. Je veux dire qu'ils se disputent un peu le patrimoine de savoir qui a écrit les premiers signes cunéiformes. Et en gros, on peut considérer que c'est entre 3000 et 3500 pour l'écriture. C'est pas rien, si vous voulez. L'invention de l'écriture, c'est quand même faite là-bas. Voilà, donc langue indo-européenne, langue sémitique, pour faire la différence. L'arabe, et là on va venir un petit peu plus dans les détails, c'est une langue qui est alphabétique en fait, en l'occurrence. C'est pas du chinois, c'est pas idéogramme, c'est pas des dessins, c'est un alphabet. Au moins, on a ça en commun. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut articuler des lettres pour former des mots. Il y a à peu près le même nombre de lettres, 2 de plus, 28 au lieu de 26. Et puis, on constate aussi que c'est une langue, les lettres sont assez proches. Vous voyez, on retrouve le... Alors, évidemment, on lit de droite à gauche, pour l'arabe. Donc, vous voyez, vous avez le A, B, alors après ça change, mais bon, déjà... alors je vais les lire rapidement. Ça c'est le Aleph, la lettre Aleph. Aleph. Le B c'est le Ba. T, le Ta. Ça c'est le Th comme dans thin, mince en anglais. Ça. Là vous voyez 3 lettres qui sont à peu près identiques, sauf qu'il y a un petit point qui se promène, parfois il n'y en a pas.
mais la base est la même. J, donc c'est le jin. Ça, c'est un H, mais explosif. Hein, c'est un ha. Là, vous avez un kha, comme dans Khaled. On ne dit pas Khaled, on dit Khaled. Vous connaissez le chanteur. Kha. Le D, dal. Le da, comme le de britannique. Hein, de, dal. Vous trouvez le R, un R très guttural, ra. Zin, c'est le Z. Sin, c'est le S. Shin, le che, le son che. Et ensuite, vous trouvez une série de lettres, là, la dernière là, puis ces trois-là, qui sont des lettres emphatiques. Alors pourquoi emphatiques? Parce que c'est des lettres, on les prononce avec emphase. Emphase, alors, je vais faire simple, essayez de prendre, de mettre un peu d'eau dans votre bouche et de le laisser au fond de votre bouche comme ça, et de prononcer un S. Et bien si vous prononcez un S, qui là, ici, en mettant de l'eau dans votre bouche, vous allez prononcer ça, ça. Ça ne sera pas ça, ça sera ça. Pareil pour celle-là, ça ne sera pas da, ça sera da. Celle-ci ne sera pas ta, ça sera ta. Ça ne sera pas z, za, ça sera za. Donc ce sont des lettres dites emphatiques. Ici, une lettre que l'on ne connaît pas, c'est un son particulier, c'est le ain. Le ain, on trouve ain, ça veut dire l'œil en arabe. Ain. Ain bil ain, sin bis sin. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est aussi un proverbe qui vient du Moyen-Orient, en l'occurrence de l'Ancien Testament. Donc, le rein, une forme de R, je le passe. Fa, F, le Q, Kof, le K, Kaf, Lam, c'est le L, Mim, Nun, le Ha, comme le H anglais expiré, Ha, le Wa, qui peut aussi se dire OU parfois, et le Ya. Alors, ces trois lettres, Aleph, Wa et Ya, peuvent servir de lettres comme des consonnes, si vous voulez, mais peuvent aussi servir de voyelles. Elles ont un double rôle. Par ailleurs, en arabe, ça va, je vous assomme pas là, j'ai toujours un peu peur quand je parle dessus, je ne prends pas du mal. Ce qui est gênant en arabe, je vais vous dire, c'est que il y a une vocalisation, c'est-à-dire on met des voyelles, mais les voyelles, elles sont marquées par, là on ne le voit pas, par des petits accents voyelles. C'est-à-dire par exemple pour faire un bas, pour prononcer bas, il va falloir que je mette un petit accent aigu sur cette lettre-là, qui va figurer le A. Sinon je ne sais pas comment elle se vocalise. Si je voulais faire un bi, je mettrais un petit accent aigu sous la lettre. Et si je veux faire un bout, je mettrais un petit neuf, comme un petit neuf, au-dessus de cette lettre. Alors, ça permet de vocaliser. Vous voyez, sauf que, en arabe, en fait, ils ne les mettent pas, ils ne l'écrivent pas. Parce qu'ils partent du principe qu'on les met simplement pour les enfants, quand on apprend la langue. Et donc après, en fait, comme on connaît les mots, on sait comment les prononcer, on n'a plus besoin de mettre les accents, puisqu'on sait comment les prononcer. Mais sauf que quand en tant qu'étranger, quand vous apprenez une langue et que vous n'avez pas de voyelles, et bien comment vous prononcez les mots? Ça, c'est compliqué. Parce que vous pouvez imaginez le mot voiture, c'est comme si je demandais à un Anglais, par exemple, d'apprendre le mot voiture en écrivant VTR. J'enlève les voyelles. Ça, c'est la difficulté dans l'apprentissage de langue. Bon. À chaque langue, c'est difficulté. Hein. Mais on finit par s'habituer en faisant un peu preuve de mémoire. Alors, l'arabe, ce qui est très intéressant, et s'il y a peut-être une chose à retenir sur cette langue, c'est ça, c'est que ça se base toujours sur une racine à 3 pieds qu'on appelle le trilitère. Trilitère, ça veut dire que chaque concept, chaque idée va être symbolisé par 3 lettres. Alors là, je vous ai pris un exemple tout simple. Hein. Ka, ta, ba, la lettre K, ta et ba. On va écrire, précisément ça veut dire écrire. Vous voyez, on trouve le K, le ta et le ba. Ça veut dire, enfin c'est la forme infinitive, si vous voulez, d'écrire. Alors, ce qui est intéressant en arabe, c'est qu'à partir de cette racine, on va ajouter des petits ornements, des petites lettres. On va les mettre soit devant, soit derrière, soit dedans. Et ça va permettre à chaque fois de construire de nouveaux mots qui vont rester dans le champ sémantique de la notion d'écriture. Par exemple, vous voyez, excusez-moi, je passe. Ici, vous reconnaissez le K, hein, qui s'écrit comme ça en début de mot. Le K, vous reconnaissez le T, on le reconnaît aux 2 petits points. Et vous reconnaissez le B. Donc là, ça se prononce kitab. Là, c'est un aleph long. Kitab. Kitab, c'est le livre.
si vous voyez, ce mot-là est différent. Là, vous voyez que cette barre-là, le Aleph, est passé devant. Donc, ça donne Kateb. C'est plus Kitab, c'est Kateb. Et là, ça veut dire écrivain. Mais vous avez toujours le Kateb. Dernier exemple, un peu plus compliqué. On rajoute un M, le mime, comme on fait tout à l'heure, et on dit Mac, vous entendez le K, Ta, Ba, vous entendez le T et le B, ça fait Maktaba, qui veut dire librairie. Donc on reste, évidemment, tous ces noms sont liés à la notion de l'écrit. Donc c'est le principe vraiment de base de l'arabe, hein, c'est construire tout un vocabulaire autour du trinitaire. Est-ce que vous avez des questions là, à ce stade? Est-ce que c'est compréhensible au moins? Oui. Alors, notez que ce qui est un peu compliqué, c'est que, vous voyez, je l'ai mis ici, ça ne s'écrit pas forcément de la même manière, la lettre en fonction de son endroit dans le mot. Alors, on change un peu de forme, donc il faut s'habituer un petit peu. Mais notez bien qu'en français, c'est pareil. Hein. Quand on a appris l'écriture, la calligraphie, enfin, à l'école, entre les majuscules, les minuscules, etc., les lettres changent de forme. Donc, ce n'est pas spécifique à l'arabe. Alors maintenant, on va jouer un peu, et c'est là que je vous attends au garage. Voilà. Là, tout simplement, je vous ai reproduit évidemment l'alphabet. On va essayer de s'amuser à déchiffrer un peu quelques mots arabes, évidemment des noms d'étoiles. Alors, le principe sera toujours le même. On prend une constellation, en l'occurrence ici Cassiopée. Vous voyez que j'ai écrit un mot en arabe. Comme j'ai été gentil, je vous ai quand même mis une liste de choix. La bonne réponse se trouve dans les 6 propositions. Alors, voilà, le nom à gauche qui est écrit en arabe, vous devez me dire à quelle étoile il correspond, dans la colonne qui se trouve juste à côté. Alors, Étienne. Non, mais... Alors, on va dire que là, c'est... Non, c'est Rukba. Vous voyez ici, effectivement, le R qui se trouve ici. Le K qui se trouve ici. Bon, alors, évidemment, il est écrit de manière différente. On le reconnaît quand même ici. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un petit K comme ça, on le reconnaît. C'est son symbole. Le K. Et le bas, qui est là-haut. Donc, ça fait... Alors, il n'est pas vocalisé, hein, mais Rukba. Rukba. On retrouve ici, c'est delta Cassiopée. Voilà. Alors, vous la voyez, delta? Elle est là. Et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, Rukba? Le genou. On l'appelle Rukba en français. Et bien, c'est le genou. Et encore une fois, rappelez-vous, les Arabes, en fait, alors on va l'inscrire sur l'astrolabe ou sur le globe. On ne va pas dire le genou de Cassiopée, etc. Genou. Ils l'ont appelé Rukba. Tout simplement. Alors, allez. Je vous laisse bien sûr un peu le temps de regarder. Alors, il faut lire, bien sûr, je rappelle, on lit toujours de droite à gauche. Alors, une proposition? Algol, effectivement, Algol. Donc, bêta Persei. Alors, je rappelle, tout à l'heure, j'ai parlé, pour ceux qui ne connaissent pas, les désignations de Bayer du 19e siècle. Et voici donc alpha, bêta, delta, gamma, pardon, delta, etc. C'est les désignations officielles, bien sûr, des étoiles. Donc, Algol. Alors, vous retrouvez ici le Aleph, donc A-L, le L qui est ici, ça fait donc l'article, Al. Ici, alors, c'est un G, ça correspond en fait à cette lettre, qui est souvent
transcrite en G, même si elle se prononce Ra, en fait. Alors, elle, ici vous avez le pas dans le même sens, OU, Wa ou OU, elle roule, et là le elle roule en arabe. Et elle roule. Ça vous fait penser, ça devrait vous faire penser à un mot en français, même s'il n'est pas très connu. C'est la goule. Ce personnage, cette bête plutôt légendaire, la goule. Hein. Pour les anciens, la gorgone méduse. Je rappelle que dans la mythologie grecque, vous savez, Persée avait décapité la méduse. La méduse, c'était la goule, un personnage monstrueux. Et donc la goule, le mot la goule vient de l'arabe, elle roule. Et d'ailleurs, elle roule est toujours employée en arabe. Aujourd'hui, dans le langage populaire, enfin courant, elle roule, c'est l'ogre. Souvent, j'entendais des amis dire tu manges comme un ogre. Vous voyez le mot elle roule. Et ta roule, tu es un ogre. Voilà. Notre ami Orion. Assez simple. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Je rappelle de droite à gauche. Alors, je l'ai entendu. Donc, il s'agit effectivement de Rigel. Rigel. Alors, vous avez donc le R là-haut, le R. Le Jim, voilà, ici. On ne voyait pas dans le même sens. Et le L, qui se trouve là. Il est couché. Alors, Au milieu, ça se prononce en arabe Rigel. Pas Rigel, mais Rigel. Et Rigel, vous voyez où elle est. Oui. On voit bien la première lettre et la dernière lettre à chaque fois, mais au milieu, on ne reconnaît pas du tout ce que tu montres. Ah oui, parce que souvent les lettres du milieu, effectivement, sont. Le J, il est là, vous voyez. Ah oui, mais c'est pas ça. Mais on reconnaît quand même la pince un peu. Et puis surtout, le point qui est dessus. Ah, il n'y a que le début en fait, il n'y a pas la boucle du bas. Il n'y a pas la... Bah, Parce que pourquoi le il met pas la Jim boucle? s'écrit différemment, il s'écrit comme ça en début de mot. Ah. Il s'écrira comme ça aussi en fin, mais en milieu de mot, il va s'écrire comme ça. Ok. Oui, c'est pas si simple. D'ailleurs, il y a une théorie. Alors, il y a une recherche, une étude qui a été faite récemment par les Israéliens. Comme c'est les Israéliens, on sera un peu prudent parce qu'on sait les antagonismes qui les opposent avec les Arabes. Mais enfin, bon, quand même, c'est intéressant. Ils disent que ils ont fait une étude, ils disent, pour mesurer la difficulté d'apprentissage entre trois langues, l'anglais, l'hébreu et l'arabe. Ils disent que l'arabe est la langue la plus difficile. Pourquoi? Parce que l'arabe, justement à cause de ces points qu'on appelle des signes diacritiques, oblige la personne qui va lire à se concentrer sur les détails. Donc si vous voulez, à se rapprocher au maximum du texte pour ne pas manquer les points. Or, quand vous faites ça, vous entrez vraiment dans le mot, et vous allez faire travailler un des deux hémisphères, je ne sais plus si c'est gauche ou droit, mais peu importe, de manière très importante. Et vous allez consommer toute l'énergie disponible à la lecture et au déchiffrement de ces points. Et il ne restera plus assez d'énergie à l'autre hémisphère pour prendre le recul nécessaire que demande la lecture et pour regarder le mot ou la phrase. Donc c'est vrai que quand vous apprenez l'arabe, vous vous sentez toujours le nez un peu collé au texte en train de faire comme ça, parce que vous êtes en fait en surchauffe cérébrale sur un des hémisphères. C'est la théorie qui nous... Après, je ne suis pas neuro-linguiste, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Donc, Rijal. Et à votre avis, ça veut dire quoi? Le pied, le talon. Alors la jambe, mais c'est alors effectivement la jambe, même si ici ça désigne le pied, mais en arabe, ça veut dire effectivement la jambe. Enfin, vous savez, le pied, la jambe, quand on parle de constellation, on est Sirius, C'était le Juson, c'est diagonale du Bourrier. Alors, là je m'arrête, c'est une petite pause pour juste vous donner vous parlez de Betelgeuse. On a beaucoup travaillé, Betelgeuse, je voulais le mettre, mais c'était compliqué, parce qu'il y a une histoire particulière, ce nom de Betelgeuse. Alors en fait, les Arabes l'appelaient au départ
Yad el-Jawza. C'est écrit textuellement ici. Yad el-Jawza, Yad c'est la main en arabe. Hein. Yad el-Jawza, donc la main d'El-Jeuz. El-Jeuz, c'était un personnage féminin, alors pré-islamique, de l'Antiquité arabe, on ne sait pas trop, hein. Mais les savants à cette époque, très reculés, devaient figurer à la place d'Orion un personnage féminin qui s'appelait El-Jeuz. Enfin, on l'a traduit ensuite en El-Jeuz, El-Jawza. Et à cette place-là, en fait, la main d'El-Jeuz. Sauf que justement, lorsque les érudits latins, si vous voulez, ont traduit de l'arabe, eh bien, ils ont fait une erreur justement, de lecture de points diacritiques. C'est-à-dire qu'au lieu de voir qu'il y avait 2 points, ils ont pensé qu'il n'y avait qu'un seul point. Enfin, la personne qui a traduit a pensé qu'il n'y avait qu'un seul point. Donc le son ya est devenu un ba. Vous voyez ici sous le ba, il n'y a qu'un seul point. Et donc la personne a traduit en fait pas yadalgeuse comme elle aurait dû le traduire, mais elle a traduit pédalgeuse. Elle a substitué le ya par le ba. Alors on s'est trouvé avec un mot qui ne correspondait pas phonétiquement, si vous voulez, à l'arabe. Donc il y a un autre érudit un peu plus tard qui s'est dit comment faire, c'est quand même ennuyeux. Au lieu de faire machine arrière, il a dit qu'à cela ne tienne, on va modifier l'arabe. Donc lui, il a carrément choisi de modifier le nom. Et il a remplacé yad par le mot bat. Bat, el-Jawza, qui a juste changé ça. Et bat en arabe, ça veut dire l'aisselle. Donc en fait, vous êtes passé de la main à l'aisselle. C'était l'astuce qu'il a trouvée. Il a dit bon, on va figurer l'aisselle d'Orion. Alors voilà, donc on va l'appeler Bat el-Jawza en arabe. Donc en fait, l'histoire des dénominations, c'est quelque chose d'éminemment fragile, qui a un peu erré en fonction des traducteurs, et qui est évidemment pétri d'imperfection. Ce n'est pas une science vraiment absolue. Voilà. Retenez que Betelgeuse aurait pu s'appeler Yadel-Jeuse. Je pense que Betelgeuse, c'est quand même finalement plus joli. Alors, ça commence par un. Là, on reprend le jeu. Je ne vais pas vous torturer trop longtemps. Ça commence par un A, ça finit par un N. C'est Aldébaran. Voilà, Aldébaran, on connaît bien. Hein. Évidemment, la Loal, maintenant, vous le connaissez par cœur. Vous avez le D, qui se trouve ici, ce qu'on retrouve là, à peu près. Le B, vous reconnaissez le point dessous. Le Ra, il est là. Le Aleph, le premier là-bas. Et le Noun, le N, on retrouve ici. Donc ça fait Ad-Dabaran. 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 Aldébaran. Alors, Aldébaran, moi, c'est un nom que j'aime beaucoup. Aldébaran. Je le trouve très, très, très joli. Et je voudrais juste vous rappeler quelques vers de Hugo, qui les a célébrés dans les 4 vents de l'esprit et aussi dans les contemplations. D'abord, il en a parlé comme de la clarté de l'insondable grève, d'un de ces inconnus que nous nommons soleil, et d'une face splendide et sombre sur l'abîme. Il a dit enfin, ta merveille, c'est d'être une roue inouïe de lumière, à jamais dans l'ombre épanouie. Voilà, Victor Hugo, je voulais quand même le citer parce que montrer aussi que ça nous a quand même beaucoup inspiré d'un point de vue poétique. Alors, ce qui est intéressant dans ce nom, vous allez voir, Aldébaran, voilà. Ça peut vouloir dire 2 choses en arabe. Moi, je l'ai traduit par celle qui tourne le dos aux Pléiades. En fait, on l'appelle aussi l'œil du taureau. Hein, vous voyez, les Pléiades sont là, et Aldébaran, Daber, c'est le dos, en arabe. Donc, il tourne le dos. Mais dans la littérature, on trouve beaucoup de traductions, celle qui suit les Pléiades. Donc c'est bizarre, parce que, en fait, on ne peut pas à la fois tourner le dos et suivre. Et bien, figurez-vous que si. Parce que, enfin, là encore, hein, c'est des considérations de linguistes, mais un grand érudit de langue arabe, un jésuite qui s'appelait le père d'Alverni, expliquait en fait que les Arabes, dans l'imaginaire, si vous voulez, arabe, aller vers le futur, on y allait comme ça. C'est-à-dire qu'on marche vers l'avenir tout en regardant son passé.
ça, c'est une vision du monde typiquement orientale. Et quand j'ai essayé d'analyser ce mot, je me suis dit finalement, c'est peut-être ça. Vous voyez, Ad-Dabaran, celle qui tourne le dos, et en même temps traduite par celle qui suit. C'est une vision du monde qui est différente aussi. Alors, là vous allez reconnaître évidemment la grande ours. Alors de ce côté-là, j'ai pas entendu beaucoup de propositions. Et après il y a quelques gâteaux, mais je ne rien. J'ai entendu Al-Qaïd. Al-Qaïd. Alors, Al-Qaïd. Alors, A, L, le coffre qu'on retrouve ici, vous voyez. Alors c'est pareil, là il ne s'écrit pas de la même manière, là il s'écrit en lettres isolées. Et ici il s'écrit en lettres intermédiaires, puisqu'il y a le L avant et le Aleph après. Mais on reconnaît grâce à ces deux points. D'où l'importance des signes diacritiques. L-K, alors ici, je pense que c'est un Hamzé, il n'est pas dans l'alphabet, mais on va l'oublier. Là, vous avez le D, que vous retrouvez. Alors, L-K-Ed, qui a donné évidemment le Kaïd en argot français. K-Ed en arabe, c'est celui qui conduit. D'ailleurs, le pilote d'un avion, on l'appelle Kaïd al-Tayr. C'est le Kaïd, en fait. On l'appelle comment? Redis le nom. Alors, pourquoi ce nom, El-Qaïd, le chef, le pilote? C'est la tête. Comment? C'est la tête de la grande ours. Alors, je n'ai pas marqué. La tête, oui, c'est celui qui tire le... Ah, c'est pas ça. Parce que là, pour le coup, les Arabes, même s'ils ont ensuite repris l'image de la grande ours, au départ, cette constellation ne figurait pas pour eux une grande ours, mais un cercueil. En fait, El-Qaïd, qu'on appelle aussi Benet Nash en astronomie, et bien voilà, El-Qaïd Benet Nash, que j'ai retranscrit ici, signifie le chef des jeunes filles du cercueil. C'est-à-dire que vous avez ici un cercueil, et puis vous avez Aliot, Nizar et Al-Qaïd qui sont les suiveuses, les pleureuses. Et Al-Qaïd est celle qui mène, ou celui qui mène les pleureuses. Donc là, on a une représentation qui est antérieure, sans doute, concurrente en fait de la grande ours, avec ses pleureuses et son cercueil. Voilà, alors, c'est la dernière. Je l'ai entendu. Deneb, effectivement. Deneb. Alors, là encore, vous voyez, c'est pas une science exacte parce que c'est pas le D, en fait, c'est le Da. Danab. Danab, en arabe. Et Danab, Deneb, que vous voyez évidemment ici, veut dire la queue, tout simplement. La queue, en arabe, ça signifie la queue. Deneb. La queue ici. Deneb, c'est donc la queue. Alors, de manière un peu métaphorique, je ne savais pas comment terminer la présentation. L'arabe est très métaphorique. Les mots peuvent vraiment naviguer dans des contextes divers. Alors, la queue, c'est d'une certaine manière l'extrémité, et c'est donc la fin de cette petite présentation. Et je vous remercie. Je vous écoute, bien sûr. Bravo. Vraiment. Alors, j'étais tellement intéressée, Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous, il y a des choses qui... Oui, parce que je reprends une question de la dame que vous n'avez pas entendue. C'était, elle demandait de répéter
Comme on dit, le pilote de l'avion, c'est El Qaïd, quoi. Qa'id. Alors, at-ta'ira. At-ta'ira. Ta'ira, c'est l'avion en arabe. Ta'ira. Tara, c'est ce qui vole en fait. Hein. Donc, vous pouvez avoir ta'ir, c'est l'oiseau, ta'ira, c'est l'avion, etc., etc. Toujours sur le même principe du trinitaire. Qa'id, at-ta'ira. Alors, il y a une chose en arabe, c'est que vous avez, si vous voulez, on a bien compris que l'article c'était al. Okay, donc al-qa'id, c'est le pilote. Mais si vous faites ce qu'on appelle un génitif saxon, c'est-à-dire si vous mettez un 2 au milieu, le pilote de l'avion, ben en arabe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent l'article, le al, et ils le mettent entre les deux mots. Donc, vous n'allez pas dire al-qa'id al-ta'ira, vous allez dire qa'id al-ta'ira. Qa'id al-ta'ira. C'est-à-dire que le L va marquer, si vous voulez, l'annexion du sujet sur son complément. C'est une manière de construire l'annexion. Bon, en anglais, il y a le génitif. Hein, en allemand, dans les langues saxonnes, il y a le génitif saxon. Là, c'est comme ça qu'on dit. Donc, pour ça, je ne dis pas el-qaïd, je dis qa'id al-ta'ira. Une autre chose qu'il faut savoir en arabe, c'est que vous avez les lettres lunaires et les lettres solaires. Par exemple, les lettres lunaires, donc, vous allez garder le al. Al, qa'id. Le son al. Par contre, vous avez entendu qa'id at-ta'ira, at-ta'ira. Je ne dis pas al-ta'ira, je dis at-ta'ira. Là, c'est une lettre, le ta, qui est la première lettre du mot ta'ira, c'est une lettre solaire. Et là, l'effet de cette lettre solaire influe sur l'article. C'est-à-dire, au lieu de dire, je ne vais pas dire al, je vais dire at-ta'ira. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends par exemple un autre mot comme shams, le soleil, je ne dis pas al-shams, je dis ash-shams, ash-shams. Le shin, la première lettre, remplace le l, ash-shams. Vous voyez, donc c'est pour ça que je le dis juste parce que, pour être précis si vous voulez sur la prononciation. Bon, voilà, c'est pas des choses extrêmement passionnantes comme ça comme on le dit, mais c'est des règles de base qu'on apprend quand on commence à l'arabe. Al-Tahir, c'est une étoile aussi, l'oiseau. Alors, Al-Tahir, effectivement, c'est l'oiseau. C'est une étoile. Oui, oui. Al-Tahir. Alors, je ne les ai pas mis, si vous voulez, mais il y en a quelque chose comme 223 sur 289 qui avaient été répertoriés au siècle dernier. Il y en a plein, hein, évidemment. J'ai essayé de donner celles pour lesquelles... Mais évidemment, hein, plein. Pour la prochaine fois. Bonjour. Alors, très bonne question. C'est de l'arabe classique. Attention, classique, littéraire, oui, on peut dire littéraire. Mais attention, il y a différents types d'arabe littéraire. L'arabe du Coran, moi qui lis l'arabe, je peux lire les journaux, je peux lire les romans, je ne pourrais pas lire le Coran. La langue est tellement métaphorique, et, si vous voulez, c'est un peu une langue mystique, hein, en fait, quand je lis le Coran. J'en ferai pas sens, si vous voulez. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se dire que à l'époque de ces langues-là, parler une langue, très peu de gens savaient manier écrire une langue. Une langue avait souvent un caractère sacré, c'est-à-dire religieux. La langue, on l'utilisait pour des motifs, des usages liturgiques. Et donc le Coran, tel qu'il a été écrit, n'a surtout pas été écrit pour être compris. Au départ, c'était une langue sacrée. Il fallait respecter l'objet Coran, plutôt même que de comprendre finalement le Coran. Vous savez, moi une fois, je me rappelle en me promenant en Bulgarie. J'étais un peu en Bulgarie, et en Bulgarie, il y a une forte minorité musulmane. Alors c'est des musulmans qui ont été soit islamisés par les Turcs, soit des Turcs qui ont été déplacés et qui sont installés en Bulgarie. Donc peu importe, il y a à peu près 20% de musulmans sur la population bulgare. Et à un moment donné, je passe dans une ville qui s'appelle Choumen, au centre de la Bulgarie, et je passe à côté d'une mosquée et d'une madrasa, d'une école coranique, et j'entends du bruit à l'intérieur. Je me dis, tiens, je vais aller voir. Ça m'intéressait, moi, tout ça, ça m'intéresse. Donc je frappe, et puis là, le maître de la madrasa m'ouvre, et j'entre, et je vois, il était avec plein d'enfants d'une dizaine d'années, en train de leur faire la leçon. Alors, il avait le livre, le Coran, évidemment, et puis il récitait, et les enfants répétaient. Et puis, à un moment donné, vous voyez les enfants qui faisaient le livre à l'envers. Et puis, bon, la leçon c'est fini. Je vais voir le maître ensuite pour le remercier. Et puis je commence à lui parler en arabe. Pour le remercier, évidemment. Je parlais un peu bulgare, mais pas suffisamment bien. Et il ne me comprenait pas.
il avait appris le Coran par cœur, sans parler la langue. Et donc, souvent, les gens, en fait, surtout en matière religieuse, peuvent maîtriser le Coran sans comprendre la langue. Donc, vous avez l'arabe vraiment coranique, vous avez ensuite l'arabe littéraire, qui a été fortement modernisé au début du 19e siècle par un chrétien syrien, et qui a permis en fait d'en faire une langue aussi de communication moderne. Alors, vous allez retrouver tous les noms de la modernité, la télévision, la radio, l'ordinateur, tout ça a été traduit. Et ça, c'est la langue, je dirais, classique, qui est partagée par 22 États, c'est la langue officielle, 22 États que compte le monde arabe. Et puis après, et c'est là la difficulté, parce que justement, c'était une langue qui était trop compliquée, qu'on n'a pas réformée, qu'on n'a pas adaptée, donc elle s'est mal diffusée dans les systèmes d'enseignement. Donc, il y a eu divers facteurs politico-économiques, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas appris l'arabe. Et à la place de l'arabe, c'est développer des dialectes, des patois. Donc, dans chaque pays, vous trouvez, en Algérie, l'algérien, Maroc, le marocain, tunisien, etc. Et souvent dans les pays, vous avez même plusieurs dialectes. Donc, ce qui fait qu'au final, moi par exemple, je comprends assez bien le libanais parce que j'ai habité 5 ans là-bas, mais si je vais en Égypte, je vais être à peu près perdu. Il va falloir que les gens me parlent très doucement et surtout parlent arabe classique, parce que là je vais les comprendre. Mais s'ils commencent à parler trop vite en égyptien, je ne comprends rien. Alors je ne parle même pas de l'algérien, du marocain, c'est absolument obscur pour moi. Si vous voulez, vous avez cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'à la télé, les journaux, vous allez avoir la même langue, mais après, dans le langage de la rue, vous allez avoir des langues différentes. Et ça, c'est ce qui fait, si vous voulez, que l'arabe est une langue qui a du mal à se mondialiser, à être apprise. C'est parce qu'elle est très fracturée, en fait, en termes d'expression. C'est dommage. Si je vous dis Rial, Malik, Mourgobi, comment vous parlez? Rial, Malik, c'est l'imagination. Malik, Le roi. Mourgobi. Al-Mahloubi, c'est le marocain. Mais alors pourquoi nous on disait Rial, Malik, Mourgobi, c'est le bienheureux. Oui, d'accord, ok. Oui. Alors là, c'est une formule officielle. Voilà. Alors, peut-être c'est la prononciation. Khiyal en arabe, c'est tout ce qui relève de l'imagination. Mais il peut y avoir une formule comme ça. Vous savez, Soumou al-Amir, c'est l'altesse. Soumou, c'est le ciel. Altesse, al-Amir, c'est l'émir. Moi, j'étais au Koweït, on appelait Soumou al-Amir. On ne parlait pas de l'émir du Koweït, on disait son Altesse l'émir. Dawlat al-Raïs, c'est le président, etc. Enfin, évidemment, en arabe, si vous voulez, il y a un aspect protocolaire dans cette langue aussi qui est très très fort. On dira par exemple, veuillez me faire l'honneur d'entrer. On ne dira pas juste entrer. Plein de choses comme ça. En arabe, c'est très joli souvent d'ailleurs. Quand vous dites à quelqu'un, oh bah t'as une jolie chemise, la personne va vous répondre, non, ce sont tes yeux qui sont jolis. Parce que ce sont tes yeux qui voient ma chemise. Donc ce sont tes yeux qui sont jolis. Vous voyez, c'est une langue qui est, dans les contacts, les échanges, qui est très, très civilisée, très, comment dire, d'une certaine manière classique, de culture classique. Malheureusement, c'est vrai qu'avec toute l'actualité qui nous entoure, tous ces journaux d'information qui parfois faut couper un petit peu, on a tendance à stigmatiser, à caricaturer, etc. Alors on a affaire, on l'a vu rapidement ce soir, mais on a affaire quand même à une civilisation plurimillénaire, parce que même avant l'islam, évidemment l'arabe existait avant l'islam aussi. C'est vraiment, j'espère que, si vous voulez, il y a certainement une partie de notre propre avenir, notre futur, qui se joue aussi là-bas, au Proche et au Moyen-Orient, parce que c'est vraiment un espace euro-méditerranéen qu'on partage, c'est pas juste l'Europe. Donc il faut tout faire, chacun à son échelle, pour que la paix puisse revenir. Et ça, on verra alors. On ne peut pas le lire dans les étoiles, là, pour le coup. Voilà, alors j'ai apporté un peu de musique, tout à l'heure c'était Warda, je vous propose de mettre juste une chanteuse, grande chanteuse du monde arabe, qui s'appelle Férouz, qui est libanaise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Férouz, mais qui a une très très jolie voix. Et une musique, vous allez voir, tout à fait agréable pour déguster, avec la permission de Lydia, quelques pâtisseries et du thé. Merci.